Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Mahogany, le magazine du bien vieillir à la Martinique. Nous abordons aujourd'hui une question qui touche peu ou prou tous les individus, tous les Martiniquais, tous les Français, au-delà tous les citoyens du monde, à quelque titre que ce soit. Il s'agit de la maladie d'Alzheimer. C'est une pathologie qui est en augmentation, vous le savez certainement. Cette augmentation liée au vieillissement généralisé de la population au niveau mondial. Nous, en notre compagnie, pour aborder cette douloureuse question que nous espérons dédramatiser au cours de cette émission, en notre compagnie, donc le docteur Jean-Luc Fanon. Bonjour, docteur Fanon. Bonjour. Vous êtes donc chef du pôle gériatrie du CHU de la Martinique et également animateur de la consultation mémoire du CHU à l'hôpital Pierre-Zobda-Kipman. Nous verrons avec vous quel est le rôle de cette consultation mémoire et également les missions d'une nouvelle institution, la MAIA, qui a pour mission, donc vous nous expliquerez cela un petit peu plus en détail tout à l'heure, la prise en charge des malades d'Alzheimer, mais également de leur entourage, des aidants familiaux ou autres. En notre compagnie également le docteur Alex Ranlin. Bonjour docteur Ranlin. Bonjour. Merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Vous êtes sur notre plateau pour nous parler d'une manifestation importante sur les enjeux du vieillissement à la Martinique, organisée par l'ARS sous le haut patronage de la ministre déléguée aux personnes âgées, Michèle Delaunay. Donc vous indiquerez à nos téléspectateurs les tenants et les aboutissants de ce débat public et quelles sont les questions qui y seront abordées, importantes, on s'en doute, pour la Martinique. En notre compagnie également Dominique Felvia, que nous retrouvons désormais chaque semaine. Dominique Felvia pour du site Happy Silver, notre partenaire et associé, avec laquelle vous nous retrouvez tous les jeudis dans la rubrique interactive du quotidien France Antilles pour le coin des seniors. Vous l'avez bien compris, nous parlerons tout au long de cette émission de santé. Un petit jingle, nous nous retrouvons. Alzheimer, c'est un mot qui fait encore très peur. Nous sommes tous touchés, comme je l'ai indiqué en début d'émission, à un titre ou à un autre, et les jeunes générations ne sont pas épargnées au travers de leur famille, de leurs grands-parents, de leurs parents, comme nous l'indique et comme nous le narre avec beaucoup de talent Missier Sadik dans un clip que vous avez déjà sans doute pu voir sur vos écrans ou entendre à la radio. Nous nous retrouvons après cet émouvant témoignage. Pas la Dieu, non, pas la Dieu. Cherchez la lumière, ailleurs. Mamie pas bon, il doit qu'à faire attention, maman est tati, chaye en consultation. Il retourne vers midi et devine qu'à maman dit. Maman dit docteur dit mamie Alzheimer. On dit maman souple dit docteur y'a c'est raconte des bêtises. Mamie pas mal la souple pas en faveur. Même si ces jours-là voyez qu'à confondre Loïc et Lévi. Maman dit docteur dit mamie Alzheimer. On dit maman souple dit docteur y'a c'est raconte des bêtises. Mamie pas mal la souple pas en faveur. Même si ces jours-là voyez qu'à confondre Loïc et Lévi. On va pas comprendre, j'ai maladie la savine, les yo dit moi ça. On comprend c'était un poisson d'avril, on pas bise sable. On pas venir manger un poisson samedi, mamie. Pas ni longtemps, t'es présenté en chabine, mais docteur dit ou pas quand même songer. L'ouvre nous t'es timou, n'en peut pas quoi qu'il a oublié. Va bagarrer l'ilou, n'en qu'à penser, c'est un petit jeu. Les parents café et puis nous, comme quoi on passe à mimi autiste, qui a posé des sons qui mamie. Maman dit docteur dit mamie Alzheimer. On dit maman souple dit docteur, c'est
raconte des bêtises. Mamie pas mal là, tout play pas en faveur. Même si c'est jour là, voyez qu'à confondre Loïc et le vie. Maman dit docteur, dit mamie Alzheimer. On dit maman souple, dit docteur, c'est raconte des bêtises. Mamie pas mal là, tout play pas en faveur. Même si c'est jour là, voyez qu'à confondre Loïc. Dit docteur, y'avait pas diagnostic là, ça, il pas connaître forme solide là, ça. Outlet si clé à victoire, mais c'est ça, il tenait à savre, mamie. Ainsi va la vie, tout le monde can y oublie. En savou pour comparer les cases la vie de moi. Ou savent gentil pour gars ou savant. En c'était rapport à médecin la ni faute à dents. En cas interdit yo de faire pour médicaments. Parce que moi non pas contatique. À quoi ça docteur la radie? Maman dit docteur dit mamie Alzheimer. On dit maman souple dit docteur c'est raconte des bêtises. Mamie pas mal la souple pas en faveur. Même si c'est jour là voyez qu'à confondre Loïc et le vie. Maman dit docteur dit mamie Alzheimer. On dit maman souple dit docteur c'est raconte des bêtises. Mamie pas mal la souple pas en faveur. Même si ces jours là voyez qu'à confondre Loïc et le vie. En fait, on t'est jamais marqué, qu'on t'est qu'à tromper ou en chimère. On joue même parler des moins, conscient l'école primaire. Des fois, on t'est qu'à passer vrai, ou pas t'es même qu'à faire un petit moins. On t'est qu'à dire moins, peut-être qu'on pas t'es qu'à dire mais. Joue là où crier moins étranger. On comprend c'était yangé, on pas dit y'a rien, peut pas expliquer. Genre, on senti moins, joue là, on senti mis en danger. On senti mamie changer, ou pas dit y'a rien. Malgré j'entends moins t'es descendre, si moins, mamie. Mamie, mamie, mamie. Mamie, mamie, mamie. Mamie, mamie, yeah. Maman dit docteur, dit mamie Alzheimer. On dit maman souple, dit docteur, c'est raconte des bêtises. Mamie pas mal la souple, pas en faveur. Même si ces jours là, voyez qu'à confondre Loïc et les vies. Maman dit docteur, dit mamie Alzheimer. On dit maman souple, dit docteur, c'est raconte des bêtises. Mamie pas mal la souple, pas en faveur. Même si ces jours là, voyez qu'à confondre Loïc et les vies. Maman dit docteur, dit mamie Alzheimer. Maman souple dit docteur, c'est la compte des bêtises. Mamie pas mal, la souple pas en faveur. Même si c'est jour là, voyez qu'à confondre Loïc et le vie. Loïc et le vie. Loïc et le vie. Mamie, mamie. Mamie, mamie. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. On le voit à travers ce clip et ce texte qui, je pense, rendent bien compte du choc que représente l'annonce de la maladie. Ouais. Donc, les très jeunes générations sont également touchées, puisque, comme le rappelle souvent Madame Chamoiseau-Mar, qui est donc la présidente de l'association France Alzheimer Martinique, la maladie d'Alzheimer touche à la fois une personne, le patient, mais également tout son entourage, sa famille, et ses proches. Donc, on voit toute la gamme de sentiments et d'émotions qui suivent l'annonce du diagnostic, donc l'incrédulité, la révolte, l'incompréhension, et quand même le fait que peut-être inconsciemment on avait détecté toute une gamme de signes annonciateurs qu'on n'a pas voulu, pas pris au sérieux, mais qu'on considère comme normal chez une personne vieillissante. Les troubles de mémoire, la désorientation, les confusions, mais que finalement, quand le diagnostic est effectivement posé, on n'y croit pas tellement et il y a un sentiment de révolte. Est-ce que vous, parmi les personnes que vous recevez, l'entourage des patients que vous traitez, ce sont des sentiments que vous retrouvez, docteur? Oui, l'annonce du diagnostic est un moment difficile, traumatisant, culpabilisant parfois pour l'entourage et nécessite de prendre beaucoup de précautions. Ce n'est jamais une annonce que l'on fait au premier entretien. D'abord parce que le diagnostic de la maladie d'Alzheimer, certes, paraît simple une fois qu'on en a compris les signes cardinaux. En réalité, il nécessite d'être entouré de beaucoup de précautions en termes d'élaboration et de recours à des critères scientifiques. La première chose, c'est de s'assurer que
le patient n'a pas d'autres maladies qui pourraient ressembler à la maladie d'Alzheimer et qui n'en seraient pas. Alors tout d'abord, effectivement, les premiers symptômes auxquels on pense, auxquels on fait référence lorsque on parle de la maladie d'Alzheimer, ce sont les troubles de la mémoire, les oublis, les choses qu'on oublie, les personnes qu'on ne reconnaît pas. Est-ce qu'il faut s'alerter dès qu'on constate chez une personne âgée ce type de trouble? Est-ce que tous les troubles de la mémoire doivent obligatoirement inquiéter? Non. Alors c'est vrai qu'il est parfois difficile de distinguer de ce qui relève d'un trouble de la mémoire physiologique, normal, habituel, d'un trouble de la mémoire que l'on doit considérer comme pathologique. Un point de repère, c'est le recours à l'aide pour compenser ces troubles de la mémoire. Si vous oubliez, mais que à travers des moyens simples, vous arrivez à retrouver l'information ou à les compenser, qu'en tout cas ce trouble de la mémoire ne retentit pas sur votre autonomie, vous pouvez considérer que ce trouble de la mémoire est bénin. Ne pas oublier aussi que les troubles de la mémoire ne sont pas liés qu'à la maladie d'Alzheimer. Il y a un certain nombre de pathologies, si on reste dans le domaine de la pathologie, qui sont susceptibles de provoquer des troubles de la mémoire. On peut par exemple faire référence à toutes les maladies psychiatriques, et en premier lieu la dépression. Mais aussi le trouble de la mémoire peut être lié au fait qu'on n'a pas saisi l'information, et ça peut être simplement, par exemple, chez une personne âgée, une surdité. Vous êtes sourd, vous n'entendez pas l'information, vous ne pouvez pas l'encoder, et donc vous ne l'avez pas oublié, vous ne l'avez simplement jamais su. Mais l'entourage n'en est pas toujours conscient. Voilà. Donc, effectivement, des troubles de la mémoire chez une personne âgée, ça peut être de la surdité, tout simplement. Ça peut être autre chose. Une baisse de l'audition, par exemple, donc toute autre pathologie. À quel moment doit-on réellement s'inquiéter? Et c'est là toute la difficulté du diagnostic, c'est qu'en réalité, la maladie d'Alzheimer est une maladie qui s'installe de manière très progressive. Les troubles s'installent de façon insidieuse, et à tel point qu'on estime aujourd'hui que quand on fait le diagnostic, la maladie évolue probablement déjà depuis une dizaine d'années. Une dizaine d'années? Oui. En fait, pourquoi la maladie est si banalisée, c'est qu'on confond troubles cognitifs et vieillissement. On estime souvent que parce que vous êtes âgé, les symptômes que présente la personne sont simplement liés à l'âge et non pas à une pathologie. Vous ne voyez plus, vous n'entendez plus, vous ne marchez plus, on vous dit vous êtes vieux. En réalité, si on part du principe que tous les symptômes que l'on présente, et quel que soit leur âge, ne peuvent pas être expliqués par l'âge, l'âge n'explique aucune pathologie. Si vous ne marchez pas, c'est que vous avez de l'arthrose, vous avez une fracture, vous avez une maladie musculaire, une maladie neurologique, vous avez donc une maladie avant tout. Eh bien, c'est la même exigence intellectuelle que l'on doit avoir vis-à-vis des symptômes de nature cognitive en rapport avec les fonctions supérieures, et se rappeler toujours que la maladie d'Alzheimer ne se limite pas à un trouble de la mémoire, mais en fait c'est l'association à ce trouble de la mémoire à d'autres fonctions cognitives comme des troubles du langage, des troubles du jugement ou du raisonnement, des troubles de la planification, des troubles de l'humeur, de l'affectivité. Tous ces symptômes vont représenter le syndrome de la maladie d'Alzheimer. Donc alors vous vous dites qu'effectivement l'avancée en âge, la vieillesse n'explique pas qu'on devienne ce qu'on appelle couramment chez nous cireur ou cireuse. On a l'habitude de dire maman ou grand-maman ou mamie devient cireuse ou papy devient cireur. Ce n'est pas en soi normal. Le fait d'avancer en âge ne nous force pas à devenir cireur. Ça peut être des signes d'alerte. Ça peut l'être. C'est l'intérêt
du diagnostic précoce, car certes, on peut être âgé et avoir mauvais caractère. Si on a déjà mauvais caractère quand on est plus jeune, j'imagine. Voilà, donc il n'y a aucune raison que les choses s'améliorent, quoique. Malheureusement. Quoique, donc il y a l'aspect caractère, et puis, mais fréquemment, l'entourage interprète les modifications du caractère ou de l'humeur comme étant un trait du vieillissement et ne comprennent pas qu'ils ont en face d'eux quelqu'un qui est en train de développer très progressivement une maladie et que cette maladie va modifier leur comportement. Et quand on leur annonce plusieurs années après, souvent, qu'en réalité ces modifications du comportement ou de l'humeur étaient en rapport avec une pathologie, ça culpabilise beaucoup les personnes de se dire « nous avons donc mal réagi ». Absolument. Donc, les sentiments ou les manifestations d'énervement, d'irritation de l'entourage, ou même de moquerie de l'entourage parce que telle personne en vieillissant radote, dit des bêtises, a parfois des obsessions complètement qui cadrent absolument pas avec sa personnalité, doivent quand même nous faire suspecter une dégénérescence cognitive. Alors c'est la difficulté, c'est qu'effectivement ces modifications vont s'installer sur des mois, voire des années. Leur gravité ne va pas apparaître comme étant très intense. Et surtout, l'entourage s'adapte progressivement à ces anomalies et va compenser au fur et à mesure que vont s'installer les incapacités, vont compenser les insuffisances de leurs parents. Si bien que quand on se pose la question du diagnostic, il y a un réel décalage entre ce que devrait faire cette personne à un moment donné, ce qu'elle est capable de faire en termes de mémorisation, d'activité, et la réalité du jour. Ce qui explique que le diagnostic soit retardé, c'est que l'entourage va compenser longtemps les difficultés. C'est normal que mamie ne veuille plus aller à la messe, qu'elle n'ait plus envie de faire ses courses. Elle va dire qu'elle a mal au genou. Elle ne va pas dire qu'elle ne sait plus faire les courses. Qu'elle ait besoin d'aide pour manipuler l'argent. On va dire, bah oui, c'est normal depuis qu'on est passé à l'euro. Enfin, on est passé à l'euro depuis 13 ans quand même, etc., etc. Et à chaque fois, l'entourage va protéger son malade, entre guillemets. Et au moment de la consultation, on est surpris de voir les résistances que vont présenter les aidants en essayant de dire « elle n'est pas si mal que ça, vous voyez, elle a su répondre, docteur ». Très bien. Alors, vous avez, donc on voit l'importance du diagnostic et on voit qu'il peut s'écouler entre les premières manifestations et la déclaration à un niveau assez important de la maladie peut s'écouler plusieurs années, voire une bonne dizaine d'années. D'où l'importance de diagnostiquer assez tôt, sans culpabilisation de la part de l'entourage, parce que c'est vrai que quand on pose le diagnostic, quand vous annoncez le diagnostic, on se dit c'est vrai, j'aurais dû m'apercevoir que ça n'allait pas, parce que les proches doivent sans doute se remémorer tous les signes les signes annonciateurs qu'ils n'ont pas vus. Mais finalement, on n'est pas, comment dirais-je, doit-on réellement se culpabiliser? Est-ce que c'est de l'inattention? Est-ce que c'est du déni? Est-ce que, finalement, on n'est pas médecin, on ne sait pas, donc on trouve normal, effectivement, que quand on vieillisse, on ait des comportements plus ou moins farfelus. Non, tout ce que vous dites est vrai. C'est que la discussion de savoir, d'ailleurs, est-ce utile de faire un diagnostic précoce, reste encore un débat ouvert.
Vous savez que c'est une maladie pour laquelle nous ne disposons d'aucun traitement curatif. Et donc, souvent, la discussion s'arrête à ce moment-là, puisque vous n'avez pas de traitement, puisque la médecine n'a pas de traitement, à quoi cela sert-il d'en faire le diagnostic? Là, on souligne la question de l'information du public et la nécessité de leur expliquer pourquoi c'est intéressant, ça peut être utile. Il est parfois trop tard de venir consulter le médecin parce qu'on se rend compte que son parent s'est fait dévaliser par un proche, spolié sur le plan financier, qu'il a fait des achats incongrus et à ce moment-là, on se rapproche du spécialiste en leur demandant est-ce qu'on peut récupérer, rattraper cet achat improbable ou très cher. Et or, seule une protection juridique permet réellement de pouvoir faire annuler une vente par abus. Et ça fait partie des conseils, par exemple, que l'on va prodiguer auprès de la famille en fonction de l'état de la maladie, bien entendu, puisqu'elle évolue par étapes et qu'il n'est pas toujours nécessaire de tout faire lors de la première consultation. Très bien. Alors, vous animez par ailleurs une consultation mémoire au CHU de la Martinique, à l'hôpital Pierre-Zob d'Aquitaine. Nous sommes allés vous rencontrer à l'occasion d'une de vos consultations mémoire. Donc, vous êtes sur le plateau, mais vous êtes également en reportage. Donc, en interview, nous sommes allés sur place. Donc, nous vous avons posé quelques questions sur cette consultation mémoire. Nous vous regardons et nous revenons ensuite sur le plateau pour développer un petit peu le sujet. Quel est l'objet de la consultation mémoire ? La consultation mémoire est une consultation spécialisée dont l'objectif est de répondre aux inquiétudes des patients qui se plaignent de troubles de la mémoire. Il s'agit ici de leur faire bénéficier de l'expertise et d'éventuellement d'une série d'examens complémentaires dont l'objectif est de déterminer si le trouble de la mémoire que vous présentez est un trouble banal ou un trouble pathologique. Et quand ce trouble est pathologique, savoir s'il relève d'une pathologie neurodégénérative liée à la mort des neurones ou si c'est une pathologie autre, car beaucoup de patients ont des troubles de la mémoire qui sont liés à des dépressions, des épilepsies, des hypothyroïdies, bref, à de nombreux autres diagnostics. Qui sont les personnes qui viennent vous voir ? La particularité de notre consultation, c'est que les patients sont présélectionnés. Nous demandons à ce qu'ils soient adressés par leur médecin traitant, qu'ils aient un courrier, que leur médecin traitant se soit assuré de la réalité de leur plainte. Et puis le deuxième critère, c'est que nous avons mis un critère d'âge lié au fait que évidemment tout le monde se plaint d'avoir des troubles de la mémoire et pour autant nous n'avons pas vocation particulièrement à gérer les troubles de la mémoire des enfants qui n'ont pas pris leur récitation ou d'autres pathologies dont les médecins traitants sont informés et donc ils savent que leurs troubles de la mémoire sont déjà dus à une cause qui est déjà repérée. Donc cette sélection permet d'éliminer beaucoup de patients. Et aujourd'hui, on peut considérer que 70% des patients qui viennent à la consultation ont un trouble de la mémoire avéré. Comment se déroule la consultation mémoire ? C'est très variable selon les patients. La première étape consiste à reconstruire l'histoire de la maladie de mémoire, s'il y en a une. C'est-à-dire, on reprend les antécédents, depuis quand cela a-t-il commencé, qu'est-ce qui vous a choqué, qu'est-ce que vous avez remarqué, en quoi ces troubles de la mémoire retentissent-ils sur l'autonomie du patient. On reprend aussi l'histoire médicale, si on peut la reconstruire. On regarde les médicaments qui sont pris. On fait un examen clinique et puis un examen
neuropsychologiques, de façon à circonscrire le type de trouble auquel on est confronté. À partir de là, on commence à avoir une idée. Le médecin gériatre a une idée de la nature des troubles et va orienter davantage son examen en proposant un certain nombre d'examens complémentaires et notamment une imagerie cérébrale que l'on fait à peu près systématiquement sous la forme d'une IRM le plus souvent, une imagerie par résonance magnétique, parce qu'elle est plus contributive qu'un scanner, de la biologie, un examen biologique, et puis éventuellement, en fonction des éléments, un bilan neuropsychologique avec une neuropsychologue. Très bien, on voit que ce sont des examens très poussés et que le diagnostic ne repose pas juste sur l'observation de symptômes dont on a pu parler. Donc, mais la consultation mémoire n'est pas qu'une simple consultation. Il y a après le diagnostic étant la première étape, une prise en charge à la fois du patient et du malade. C'est la mission des consultations mémoire. Il ne s'agit pas simplement d'une consultation de dépistage, de diagnostic, d'annonce, c'est aussi une consultation de suivi. Elle n'est pas spécifique à cet égard par rapport à d'autres consultations. On a le souci également de l'intégrer dans une filière de prise en charge et de pouvoir orienter le patient vers des structures ou des dispositifs particuliers qui ont été développés ces dernières années sur le territoire en réponse à la nécessité d'une prise en charge adaptée des malades d'Alzheimer. Donc, la prise en charge se fait comment? Est-ce que vous revoyez, par exemple, des patients que vous avez vus une première fois en consultation? Systématiquement, les patients sont revus systématiquement, qu'ils soient malades ou non d'ailleurs, puisque à partir du moment où vous avez fait l'effort de consulter pour une plainte amnésique, ce qui est une démarche qui n'est probablement pas simple ni spontanée, eh bien, même quand nous rassurons les patients, nous les revoyons au moins une fois par an, afin de nous assurer que le diagnostic que nous avions posé était le bon, c'est-à-dire qu'ils sont indemnes de toute maladie neurodégénérative. Et puis, parce que les plaintes persistent malgré tout, même si on a rassuré le patient, il continue de se plaindre, sinon il ne serait pas venu. Et on a donc l'obligation morale de les rassurer chaque année. On a parfois des patients que nous suivons depuis plus de 10 ans. Et ça fait 10 ans qu'on leur dit que tout va bien, ils n'ont pas de maladie d'Alzheimer et qu'on continue de les rassurer. Donc on ne peut qu'encourager nos téléspectateurs qui noteraient chez leurs proches des symptômes inquiétants de se rapprocher dans un premier temps de leur médecin généraliste, oui. Qui lui-même sera à même de rassurer ses patients et leurs familles et voire de les adresser à une consultation mémoire. Donc il y a plusieurs consultations mémoire. Il y a plusieurs consultations mémoire, oui. Outre celle du CHU, vous en avez une au centre sur le site du Lamentin, mais c'est toujours le CHU, sur le site de Trinité et à l'hôpital de Saint-Esprit. Et puis, vous avez tous les médecins neurologues libéraux qui font également de la consultation mémoire. Très bien. Donc alors, une fois adressé à la consultation mémoire, le diagnostic étant posé, on passe alors à une seconde phase pour le malade et pour sa famille, puisque c'est une prise en charge lourde. C'est une prise en charge lourde. Alors, elle est en fait médicale et non médicale. Les médecins vont éventuellement prescrire des traitements. Ils vont aussi s'assurer que le reste des maladies en cours ne retentissent pas, elles aussi, sur la maladie de mémoire.
La particularité du sujet âgé, c'est d'avoir plusieurs maladies concomitantes et cette polypathologie s'accompagne souvent d'une polymédication, certains médicaments étant contre-indiqués dans les maladies de mémoire, ou bien on se permet également d'observer que l'ensemble des pathologies chez une personne âgée soit pas l'objet de contre-indication à d'autres médicaments qui n'ont rien à voir avec les maladies de mémoire. Donc une intervention pluridisciplinaire. Alors, une intervention, un regard gériatrique, oui. Gériatrique. Et puis, ça, c'est l'aspect médical. Et puis, vous avez la prise en charge non médicale ou non médicamenteuse, qui est probablement aujourd'hui la part la plus importante dans la prise en charge des malades et qui consiste d'une part, outre l'information du patient, donc l'annonce au patient de sa maladie et à son entourage, s'il le souhaite, et l'éducation. Nous faisons beaucoup d'éducation auprès du malade et de sa famille en les alertant sur les précautions à prendre, sur un regard vigilant sur l'introduction de nouveaux médicaments, toujours informer les prescripteurs qui n'ont pas toujours l'information, un spécialiste, un ophtalmo ou un spécialiste des oreilles n'est pas toujours au courant que son patient a une maladie de mémoire. Or, sa prise en charge va être troublée par cette maladie. Des particularités du malade d'Alzheimer, par exemple, c'est qu'il oublie qu'il a des lunettes, alors que celui qui n'a qu'un trouble de la mémoire oublie où il les a posées. Absolument. Pour les prothèses auditives, très, très fréquemment, les patients perdent leurs prothèses, mais les perdent de manière définitive. Quand on connaît le coût d'une prothèse auditive, là, il s'agit de bien informer la famille, voire même négocier avec eux l'intérêt d'emporter ou de ne pas emporter, parce qu'il est déjà difficile pour un sujet normal d'être éduqué à porter une prothèse auditive. Ça devient un réel exercice quasi impossible chez un patient atteint d'une maladie de mémoire, parce que chaque jour, il aura oublié qu'il a une prothèse. Très bien. Donc on le voit bien, hein, c'est votre rôle après le diagnostic posé, c'est vraiment d'informer l'entourage des bénéfices-risques qu'il y a à traiter de telle ou telle façon le patient. Donc c'est vraiment une prise en charge très, très, très complète. Oui, parce que chaque prise en charge est individuelle. Chaque malade a un profil spécifique. Et les difficultés qu'il va rencontrer ne seront pas celles du voisin, ni du précédent, ni du suivant. Et il faut donc avoir une réponse personnalisée à chaque patient. Très bien. Alors nous avons rencontré également donc une aidante familiale au cours de notre visite dans cette consultation mémoire qui a bien voulu témoigner sous couvert d'anonymat bien entendu. Nous respectons la vie privée des patients et de leur famille. Donc c'est une aidante familiale qui nous parle de la façon dont son père a été diagnostiqué Alzheimer et la prise en charge dont elle bénéficie au sein de la consultation mémoire du CHU de la Martinique. Caroselda Kittman. Nous nous retrouvons après. Comment avez-vous détecté la maladie d'Alzheimer chez votre père? Détecter, c'est le médecin qui nous l'a dit, mais avant, il y avait quand même des absences. Et il s'est égaré dans Paris. Et lorsqu'on l'a retrouvé, au bout de 3 jours, et là, le médecin nous a convoqué à une consultation pour nous dire qu'il avait la maladie d'Alzheimer. Les signes de la maladie d'Alzheimer s'étaient-ils manifestés longtemps auparavant? Quelques mois auparavant, j'avais déjà constaté qu'il ne voulait pas changer de vêtements, qu'il ne voulait pas se laver. Et des petites choses comme ça, mais bon, c'était pas encore flagrant. Quels étaient ces signes? Ce sont des petites choses inhabituelles qu'il faisait, mais non, on ne soupçonnait pas du tout la maladie d'Alzheimer.
On est allé voir le médecin et qui a donné plutôt à ma mère un petit livret et qui nous a dit de lire et ainsi on allait détecter, voir, porter à notre connaissance tout ce qu'il faisait. Et puis ça nous a permis de relier ces actes à la maladie. Comment s'est déroulée la consultation mémoire? Petit à petit, on a vu la maladie s'installer. Et donc après nous avons été adressés par notre médecin traitant à cette consultation mémoire avec le docteur Fanon. En tant que fille, c'est pas moi qui ai fait les premières consultations, c'est ma mère. Mais j'ai suivi d'autres formations par la suite. Mais on a été bien pris en charge. Oui. Des consultations régulières. Ensuite, nous avons fait partie d'un pôle qui pouvait, avec un stage, avec une psychologue, et qui nous a écoutés, qui nous a un petit peu informés comment les choses allaient se passer. On a vraiment été bien formés. Il y a eu une journée aussi à Madiana où on a fait partie et on a entendu tous les spécialistes sur cette maladie, donc on a été très bien informés. Quelle a été votre réaction à l'annonce du diagnostic? C'était un choc. C'était un choc et puis on se demandait comment l'avenir allait être, quoi. La prise en charge dans le cadre de la consultation vous a-t-elle soulagé? Oui, c'est un accompagnement quand même bien fait, avec le médecin traitant plus le spécialiste, et puis plus cette dame-là, cette cellule-là de consultation mémoire, ça nous a vraiment aidés, ça nous a aiguillés, et on entend peut-être même des familles qui ne sont pas si bien aiguillées, qui sont un petit peu dans le désarroi, mais nous, on suit les choses comme ça vient. À quelle fréquence votre père consulte-t-il? Tous les 6 mois. Donc on vient, mais en alternant avec la présence du médecin traitant. Comment percevez-vous en tant qu'aidant la consultation mémoire? C'est un soutien. Maintenant, le médecin traitant suit ce que le médecin spécialiste nous donne comme traitement. Il peut l'adapter plus ou moins lorsque le patient change d'état et tout. Mais la consultation mémoire reste quand même le pilier. Diriez-vous que la consultation mémoire vous a permis d'accepter la maladie de votre père? Oui, cette grande réunion qu'on a eue à Madiana, toute une journée, plus cette cellule-là qu'on a eue avec une psychologue, plus le médecin spécialiste, nous fait voir l'évolution, il nous explique comment ça va être. Et ça nous soutient, ça nous permet de tenir bon. Très bien, donc également on l'a vu, on ne peut rien rajouter, un soutien pour les aidants familiaux. Alors certains peuvent se demander, effectivement, vous l'avez souligné au début, quelle est l'utilité d'aller diagnostiquer et vivre avec une maladie dont on sait qu'il n'y a pas encore de traitement. Je pense que la réponse de cette personne est assez flagrante. S'il n'y a pas de traitement pour guérir de la maladie d'Alzheimer, y a-t-il des moyens de la stabiliser et de soulager le malade et sa famille? Alors, il existe actuellement 4 médicaments qui sont régulièrement prescrits dans la prise en charge de cette maladie. Nous informons le malade et sa famille qu'il s'agit de traitements symptomatiques, c'est-à-dire ce ne sont pas des médicaments qui guérissent la maladie, mais qui permettent d'en améliorer les symptômes et dont les études ont montré qu'elles retardaient l'aggravation de la maladie de l'ordre de 12 à 18 mois selon les patients. Ces traitements sont indiqués à un certain moment d'évolution de la maladie. Ils sont la plupart du temps bien tolérés. Ils font néanmoins l'objet de grands débats sur leur intérêt et la communauté gériatrique et neurologique reconnaît, en tout cas pour l'instant, le bénéfice pour les patients. En dehors des médicaments, il y a l'information. La cellule dont parlait cette aidante, c'est ce qu'on appelle l'aide aux aidants, la formation des aidants qui se déroule par séminaire de 5 semaines
au cours duquel on explique l'évolution de la maladie, les symptômes, comment réagir, quelle attitude à avoir, ce qui n'est pas spontané. Et puis, orienter la consultation a aussi comme mission, au fur et à mesure que se posent des difficultés dans la prise en charge, que nous leur proposions des solutions à chaque étape de la maladie. Très bien, donc les patients et les familles ne sont plus seuls à partir du moment où le diagnostic a été posé. Il y a donc toute une prise en charge. Est-il important, le moment du diagnostic est-il important dans la progression de la maladie? Non, je pense ce que l'on souligne aujourd'hui, c'est qu'il devrait être le plus précoce possible. D'une part parce que c'est un moment où le patient est capable de comprendre sa maladie, et puis ça peut le soulager paradoxalement d'une grande souffrance, puisqu'il est en décalage avec son entourage. Ensuite, il arrive aussi que le diagnostic soit porté extrêmement tardivement. Tout dépend de la manière dont les familles ont assuré l'entourage, l'encadrement. Et on peut souligner ici le dévouement des familles à assurer une prise en charge de leurs parents dans des conditions parfois très difficiles. Donc diriez-vous que plus le diagnostic est posé de façon précoce, mieux la famille a des chances d'assurer une prise en charge, d'assumer et de vivre avec cette maladie? Absolument, oui. D'accord. Donc, le thème de cette journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer, justement, qui a lieu donc officiellement samedi 21, donc oui. Le samedi 21, c'est quel projet, malgré la maladie. Donc, diriez-vous aujourd'hui, docteur, c'est peut-être un message d'espoir que je pense il faudrait adresser à tous ceux qui ont cette maladie dans le cadre de leur univers familier. Est-il encore possible, lorsqu'on détecte la maladie assez tôt, de faire des projets, de continuer à vivre, sinon normalement, en tout cas d'avoir une qualité de vie correcte? Oui, d'autant que l'objet de la journée mondiale, ce n'est qu'un moment dans la vie des familles et de leurs malades. Les associations souhaitent, à travers cette journée, sensibiliser la population à l'existence de cette maladie, de mieux les informer et connaître les circuits, à qui s'adresser, par qui commencer. C'est peut-être le premier pas d'une meilleure information. Oui, on peut faire des projets quand on a une maladie d'Alzheimer, et fort heureusement. Il faut rappeler à cet égard que ce n'est pas une maladie, certes c'est une maladie qui touche préférentiellement les personnes âgées parce qu'elle met beaucoup de temps avant de s'installer, mais il existe des sujets jeunes de moins de 40 ans qui sont atteints de cette maladie, qui en sont conscients, et qui ont encore devant eux une dizaine ou une vingtaine d'années pendant lesquelles ils peuvent eux aussi organiser leur vie, la maîtriser. Il est important à cet égard de respecter la dignité de ces patients et de leur projet de vie. Très bien, merci beaucoup docteur. J'espère que docteur Ranlin, vous aviez... J'aurais peut-être une question à poser. Je vous en prie. Est-ce que vous pouvez confirmer ce qu'on lit dans certaines publications, qu'il y aurait des populations où la maladie d'Alzheimer n'existerait pas? Alors, je dirais que c'est peu probable. En fait, toute la difficulté... D'abord, la maladie d'Alzheimer est une maladie qui existe depuis toujours. On a des écrits en 500 avant Jésus-Christ de philosophes ou d'avocats qui mettaient en avant l'incapacité pour leurs clients de pouvoir émettre un jugement, et c'était déjà les premières descriptions de la maladie. Donc c'est une maladie
qui existent depuis très très longtemps. Je ne connais pas, mais je ne sais pas tout, de population qui soit indemne de cette maladie. Ce que l'on sait, par contre, c'est, compte tenu de la difficulté du diagnostic, la nécessité d'avoir recours à parfois une imagerie cérébrale. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de l'IRM, mais on a aussi la scintigraphie cérébrale, on a également des dosages dans le liquide céphalorachidien qui permettent de porter le diagnostic. Si on n'a pas toute cette structuration scientifique, la formation des acteurs, il est probable qu'on ne fera jamais le diagnostic. Mais je pense qu'on serait très heureux d'avoir des populations qui soient indemnes de cette maladie dont on a bien démembré aujourd'hui la nature et en particulier la complexité de la cascade physiopathologique. Très bien. Okay, merci. Écoutez, docteur Ranlin, la transition est toute trouvée pour me tourner vers vous, puisque vous êtes ici au titre de la conférence régionale de santé et d'autonomie de la Martinique, qui est un organisme dont on n'entend pas forcément souvent parler, mais qui agit, qui étudie et qui réfléchit sur nos destinées sanitaires à la Martinique. Donc, vous venez au nom de cet organisme nous parler d'un débat, un débat public qui est organisé sur les enjeux du vieillissement à la Martinique. Alors, tout d'abord, cette conférence régionale de la santé et de l'autonomie, c'est un organisme qui a été créé, qui existe depuis quand à la Martinique? Alors, c'est depuis les nouvelles lois qui s'appellent les lois HPST, Hôpital Patient Santé Territoire de 2009, qu'ont été créées les agences régionales de santé, et à côté d'elles, ces fameuses conférences régionales de santé et de l'autonomie, qui sont... Enfin, il s'agit d'un organe représentatif de la société civile, comme on dit, et qui comprend 8 collèges représentant les collectivités territoriales, les établissements de santé, les usagers, etc. Mais enfin, 8 grands collèges, ce qui fait à peu près une centaine de membres. Et ça a été qualifié de parlement, d'une certaine manière. Et le rôle de cette conférence, c'est d'émettre des avis pour l'agence régionale de santé sur les différents projets ou les différentes politiques sanitaires, médico-sociales et sociales qui sont menées à la Martinique, en tout cas dans chaque région française. La conférence est organisée en commissions. Nous avons 4 grandes commissions: la commission de la prévention, la commission de l'offre de soins, la commission médico-sociale et la commission des droits des usagers. Ces commissions donc se réunissent à intervalles réguliers pour donner à l'agence régionale de santé des avis sur leurs choix, leurs décisions, leurs orientations. Le tout est harmonisé par une instance qui s'appelle la commission permanente et qui se réunit pour confronter les points de vue et harmoniser les décisions. Et cette commission permanente est présidée par Madame Ramet, que l'on connaît à la Martinique, puisqu'elle a été la directrice du CHU, à l'époque, de Fort-de-France, maintenant CHUM. Le CHUM, tout à fait. Alors, nous avons pour mission d'organiser un débat public qui intéresse les Martiniquais sur un sujet, disons, de société avant tout. Alors, nous avons choisi le vieillissement parce que nous avons une population qui est en train de vieillir de manière progressive, mais certaine. Et les enjeux qui sont là sont importants. Et c'est bien pour cela que nous avons pensé qu'il fallait demander à des spécialistes, à des gens compétents, de s'exprimer sur différents thèmes et que le public, le grand public, participerait en écoutant, en posant des questions, en faisant des propositions, et ainsi un échange s'établirait à caractère très démocratique et très libre, et ainsi on pourrait recueillir le point de vue du grand public et pouvoir faire après des propositions en fonction des attentes des gens. Donc les enjeux du vieillissement à la Martinique, dans Mahogany, nous connaissons. Nous essayons, nous, à notre modeste niveau, de mettre en exergue un certain nombre de thématiques et de problématiques liées à ce vieillissement. Donc, Dominique, je crois que tu as des questions à poser au docteur Ranlin. Tout à fait. Très rapidement. Voilà.
Moi, j'ai envie de savoir en fait quels seront les thèmes qui seront abordés lors de cette conférence. Alors, ce sont des thèmes très généraux. Bon. Tout d'abord, il y aura une introduction pour qu'on puisse connaître la question démographique qui concerne le vieillissement, c'est-à-dire l'évolution de l'effectif des personnes âgées au fil des années, et aussi pour savoir quel est actuellement l'état physique et psychologique des personnes âgées. Alors, ce sont les spécialistes qui feront ces interventions, et ainsi, on va introduire le débat sur 3 thèmes dans la journée. Le premier thème concerne très précisément l'impact sanitaire et social du vieillissement. Le deuxième concerne l'impact économique. Et le troisième, la problématique de l'hébergement des personnes âgées. Voilà les grands thèmes. Alors pourquoi une seule journée en fait? Pourquoi Eh bien parce que ce sont les moyens que nous avons, d'accord. D'une part, et puis on ne dérange pas très facilement la population 2 jours d'affilée par exemple. On aurait pu restreindre le nombre d'interventions ou bien mieux focaliser, mais la commission a préféré que ça soit très large pour cette fois-ci. Alors, des petites informations pratiques, où est-ce que ça va se passer? Faut-il s'inscrire? Oui, ça se passe au Palais des Congrès, le jeudi 26 septembre. D'accord. L'entrée est libre, mais on préfère qu'on soit inscrit de manière à ce qu'on puisse mieux organiser. Et il y a un numéro de téléphone qui est celui de l'Agence régionale de santé et qui est indiqué dans notre programme, j'espère qu'il l'est, et on s'inscrit tout simplement pour permettre de mieux organiser. Mais en tout cas, l'entrée est libre pour tous ceux qui souhaitent y participer. D'accord. À partir de quelle heure? Alors, nous commençons le matin à 8h30. D'accord. Et nous terminerons vers 16h30, 17h, et nous déjeunerons sur place, sans frais pour ceux qui voudront se restaurer. Ah, ben c'est parfait. Très bien. Donc, la population, les Martiniquais sont donc bien sûr donc conviés à ce débat public. Ils pourront intervenir, poser leurs questions. Oui, et même faire des propositions. Des propositions. Vous-même, au sein de la conférence, vous avez déjà, je suppose, réfléchi à cet impact du vieillissement sur la Martinique. Avez-vous un regard optimiste, pessimiste? Disons réaliste, parce que nous avons une population qui vieillit et où, on le répète partout, enfin l'INSEE en tout cas le confirme, que d'ici un certain nombre d'années, 40% des Martiniquais auront plus de 60 ans. Ce qui fait un basculement de la pyramide des âges qui est assez impressionnant. Ça va s'accompagner évidemment de changements, de changements sociaux, c'est sûr, et peut-être d'autres changements encore. Toujours est-il que, pour ce qui me concerne, ma grande crainte, c'est celle de la rupture de la cohésion sociale. Une société qui bascule comme ça, heureusement que c'est progressif, on aura le temps de s'y préparer, d'adapter à la fois l'hébergement, les conditions médico-sociales. Et c'est pour ça que l'impact économique qui vient là est extrêmement important. Alors, pour ce qui concerne l'impact sanitaire et, disons, on peut dire, et médico-social du vieillissement, on retient le terme de parcours. Le parcours, d'abord le parcours de santé, et ensuite le parcours de soins, le parcours de vie. Ce sont des termes nouveaux qui ont été pris en considération par les professionnels à cause du développement des maladies chroniques, c'est-à-dire des maladies qui sont soignées, mais qui ne guérissent pas. Le diabète, l'hypertension, voilà, et souvent qui s'accumulent. Et finalement, le parcours, ça signifie tout simplement, si vous voulez, les prises en charge globales et en continu pour un même individu, soit pour une pathologie, soit pour de simples prestations. Mais en fait, chaque fois qu'il rentre en contact avec un établissement de santé, un établissement social, ce sont des étapes du parcours. Ce sont des termes modernes et ça s'adapte parfaitement aux situations des personnes âgées parce que
c'est dans ces populations qu'il y a le plus de maladies chroniques à dépister, à prévenir, à soigner et à accompagner donc aussi. Très bien. Alors l'impact économique quant à lui repose sur 2 piliers. D'abord, les personnes âgées, ce sont des personnes qui perçoivent un revenu. Ce sont des personnes qui, même si les revenus sont faibles pour beaucoup, mais ils ne risquent pas de devenir chômeurs. Ce sont aussi des personnes qui sont de plus en plus, comment dire, qui de plus en plus incitent à créer de nouveaux emplois, des emplois pour qu'on s'occupe un peu mieux d'eux, des entreprises s'en chargent de plus en plus, et il y a là un gisement d'emploi à venir qui est conséquent et qui est mesuré, en tout cas, de manière très explicite par l'INSEE. Et puis enfin, ce sont des personnes qui vont voir s'orienter la consommation locale d'une autre façon. Très bien. Donc alors, ce sont des questions qui seront abordées au cours de ce débat public, chacun dans son domaine, donc à la fois la prise en charge sanitaire, l'impact économique, les questions d'hébergement, l'institution, etc. Voilà. Donc tout un chacun, je suppose, a un avis à partir d'une expérience personnelle ou éventuellement avec des projections dans le futur, un futur qui s'annonce proche. Donc je répète, ou Dominique nous répète les modalités d'inscription donc auprès de l'ARS. Et le lieu et le jour, donc le jeudi 26. Voilà, jeudi 26 de 8h30 à 16h30. Donc au Palais des Congrès. Au Palais des Congrès, effectivement, de Madiana. Le thème, les enjeux du vieillissement de la population à la Martinique. Alors, je ne sais pas si on a un petit peu... Non, non, nous n'avons pas de... Dommage. Donc, l'émission est malheureusement arrivée à son terme. Donc, je vous le rappelle, samedi 21, pardon. La journée mondiale d'Alzheimer. Le jeudi 26, à partir de 8h30 au Palais des Congrès de Madiana, les enjeux du vieillissement sur la société martiniquaise. Nous vous donnons rendez-vous donc à Madiana pour ce débat public. Nous nous retrouvons quant à nous mardi prochain pour un nouveau thème de Mahogany, le magazine du bien vieillir à la Martinique. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et à très bientôt. Merci. On a été...